Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Connecting people. Bonjour à vous, ODF Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODF TV2. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'étude ou même de la contre-étude géo-ufologique. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser pour une deuxième fois au climat par rapport aux ovnis, mais également aux ovis. Passons dès à présent au plan de l'épisode. Alors pour vous la faire courte et pour éviter une longue introduction, cet épisode est un complément d'information à Climat OVNI, diffusé en août 2018, et Climat OVI, diffusé en avril 2021 sur la chaîne YouTube ODF TV 2. Nous avons posé des questions à des recueilleurs et enquêteurs sur les critères et paramètres suivants: la température, le vent, l'humidité, si le phénomène est diurne ou nocturne, le brouillard et les nuages. En gros, ils ont donné leur avis. En deuxième partie de cet épisode, c'est le complément d'information à l'épisode Climat OVI. Donc la partie méprise sur la foudre, les méprises avec le soleil, la présence de la lune ou pas. Bref, nous allons aborder tous ces paramètres et critères pour compléter les deux précédents épisodes. L'introduction est courte, mais la conclusion par contre est un petit peu plus longue. Intéressons-nous à présent à la température. As-tu remarqué une baisse ou une augmentation de la température au cours d'observations dans l'Yonne ? Oui, on peut dire que ça arrivait souvent les phénomènes ovnis arrivent la nuit. Diurnes, il n'y en a pas beaucoup diurnes. Souvent la nuit, et donc la nuit, le soir, il fait plus frais qu'en journée, aussi bien l'été que l'hiver. Et puis vers les 3 heures du matin, dans ces moments-là, et donc là, c'est des températures qui sont généralement basses, même aussi bien en été qu'en hiver. Alors donc on peut dire que la température est beaucoup plus basse quand il y a des phénomènes ovnis. On ne voit pas des phénomènes en pleine canicule, en plein jour, à 14 heures de l'après-midi. J'en ai eu quand même quelques-uns, mais très rarement. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il n'y en a eu que très rarement, qui ont été portés à ma connaissance, ou que j'ai eu la chance de récolter. Il semblerait que la température joue souvent dans des cas d'ovnis. De là à dire tout le temps, constamment, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vu si autant que ça. Dans les cas d'observation d'OVNI que vous avez eus, c'était des observations nocturnes ou diurnes ? Ah bah on a eu de tout pour l'instant. Principalement Plutôt nocturne, mais il y a eu quand même des apparitions en plein jour. Généralement, les ovnis qui ont été vus en période diurne, c'était plutôt dans l'après-midi. Il y en a eu quelques-uns qui ont été vus aussi le matin, et toujours sur Ponceau. Puisque ma mère, alors qu'il faisait jour, a vu une fois 6 boules qui se suivaient et qui venaient de la montagne Cadou, c'est-à-dire de la direction de Charbuy, et qui montaient en haut du village, en direction du village. Et le lendemain, elle les a vues finalement redescendre, mais de l'autre côté de la maison. Et les premières, elles étaient de couleur jaune, et de l'autre, elles étaient de couleur blanche. Il y en avait peut-être un peu plus, il n'y en avait pas exactement 6 d'un côté, 6 de l'autre. Il y en avait 6 le premier jour, elle les a comptés, et un peu plus le deuxième jour. Mais elles se suivaient en file indienne. Elles n'avaient pas de queue, c'était pas une désintegration de météorites qui se suivait. Alors donc ça a été vu le matin assez tôt, 2 fois de suite, 2 jours de suite.
Et puis par exemple, on a à Ponceau, le long de la ligne métrique, en direction de Fleury-la-Vallée, ma tante qui a vu une boule noire, et elle a vu l'après-midi, qui longeait la ligne métrique et donc à hauteur des arbres, qui allait de Charbuy, hein, la ligne métrique qui passe à Charbuy, en direction du bas de Fleury-la-Vallée. Donc ça, c'est surtout ces observations diurnes que j'ai retenues, hein, parce qu'elles étaient très marquantes, et puis elles se sont passées à Ponceau, où justement il y a une ligne de faille. En plus nocturne. Et les rencontres rapprochées du troisième type, plutôt diurnes ou nocturnes? Et pourquoi? Nocturne. Le phénomène OVNI dans son ensemble a basculé vers une majorité nocturne vers la fin des années 50. Donc c'est très, très net sur les courbes des statistiques, des diagrammes que je mets dans le livre. Hein. Ça commence à la tombée de la nuit. Enfin, toutes les heures sont couvertes, hein. Attention, il y en a dans le jour aussi, en diurne. Mais ça commence à la tombée de la nuit, ça monte crescendo jusqu'à minuit et ensuite ça redescend. Donc c'est un phénomène, l'OVNI comme je le dis, et de la nuit. Un phénomène nocturne. Oui. Non, aucun doute là-dessus. Mais pourquoi? Je pense que c'est lié à l'élusivité. C'est plus facile de passer inaperçu quand on est de la nuit. Et que nos territoires se sont renforcés considérablement en moyens de détection, de films, y compris infrarouges, etc. Et donc, c'est plus facile la nuit. Et tu as ça dans la guerre aussi, d'ailleurs. C'est un rapport du faible au fort. Dans la guerre, c'est un rapport du faible au fort. Hein. C'est-à-dire que quand tu commences à perdre du terrain et l'avantage à la fois qualitatif et quantitatif sur l'autre, sur l'adversaire, tu opères plus dans la nuit. Parce que la nuit t'assure une couverture. Voilà. Pour le moment, les cas que vous avez eu à enquêter, comment était la météo? En général, la météo est bonne. En général, le ciel est clair. Oui. Mais pas toujours. Il peut y avoir des cas exceptionnels où le temps est couvert et où l'apparition se passe sous les nuages. Mais d'une manière générale, le temps est clair et la météo est bonne. Il y a vraiment les bonnes conditions en fait. Et ça peut être en plein jour aussi, hein. Une belle journée d'été, voilà. Et que vous voyez un truc dans le ciel en voiture, d'après vous? Passons dès à présent aux paramètres nuages, brouillard et également humidité, comme nous l'avait présenté il fut un temps Gaëtan du RUB, réseau d'enquête ufologique belge, qui n'existe plus, hélas, de nos jours, qui nous avait parlé du fait que lorsqu'il y a un certain taux d'humidité dans l'air, il y a apparemment plus d'observations. Non, mais les témoins, fatalement, il y a un beau ciel, donc ils n'ont pas forcément l'habitude de regarder le ciel, etc. Donc ils voient un beau ciel, il y a des étoiles, donc forcément, ils voient quelque chose. Mais donc c'est ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup d'observations quand il y a de la pluie, etc. Parce que personne n'est là pour regarder le ciel. Donc par contre, quand il pleut pas, mais qu'il fait frais et qu'il y a une température, un taux d'humidité, oui, supérieur à 50-60%, là c'est vrai que tu as plus d'observations. Ouais. Donc imagine, il va arrêter de pleuvoir, tu vas avoir un ciel qui est clair, donc fatalement, je croise les doigts. Et il y aura de l'humidité dans l'air, donc peut-être qu'à ce moment-là, tu auras de la chance, peut-être. Mais non, autrement c'est plutôt, oui, des températures et puis aussi où le degré d'humidité généralement est plutôt élevé. On peut dire ça aussi, on peut ajouter cette remarque-là aussi. Voilà. Après, je ne sais pas, il faudrait étudier statistiquement. Voilà, il faudrait faire une bonne étude, plus complète on va dire. Il faudrait avoir l'hygrométrie sur chaque période d'observation, ce qui risque d'être assez compliqué parce que souvent les témoins ne se souviennent même pas de la date précise quand ce sont des observations anciennes. Donc il faudrait que toutes les nouvelles observations, on prenne tous les relevés météo quand il y en a la chance d'être sur une nouvelle. Mais t'en as eu pendant des orages? Oui, j'ai eu un disque lumineux blanc. Un disque, pas une boule, un disque. Après le témoin. Je vous retrouve à présent en Italie, dans la région de la Toscane, dans la province de Lucca, au-dessus du petit village de Gombitelli sur la commune de Camaiore.
Aujourd'hui, il fait un temps de type brouillard. Alors, par ce type de temps, y a-t-il beaucoup plus d'observations d'OVNI ou de méprises? Demandons cela aux ufologues de cet épisode. Alors, tu as beaucoup de cas où effectivement l'arrivée de l'OVNI est précédée d'une brume. Je pense à celui des mers en 1948. C'est inventé. Non, ça, ouais, que j'ai montré hier soir, oui, bien sûr. Un cas étonnant, quand même. Ouais. Et qui a laissé des traces aussi, quand même, d'après le berger. Traces alléguées. Selon le site Base OVNI France, vous pouvez faire des recherches avec de multiples critères. Je vous conseille d'aller visiter. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo. Il y a eu 9 cas d'observation d'OVNI recensés lorsqu'il y a du brouillard, dont 2 lumière nocturne et disque diurne, 6 rencontres rapprochées du premier type et 1 rencontre rapprochée du troisième type. Donc là, nous sommes à Poigny, donc dans le brouillard. Alors est-ce que tu as eu des phénomènes qui soient expliqués ou inexpliqués dans le brouillard, dans ton département? Ah oui, c'est déjà arrivé. Il y a des méprises avec le soleil ou avec la lune. Alors ça arrive. Quand il y avait du brouillard? Oui, ben ça fait quelque chose de bien rond et ça fait comme une sphère. Parce que c'est bien dessiné, ça brille pas, il y a pas c'est pas aveuglant, c'est de la lumière diffuse. Et les gens ont croyé que c'était une sphère quoi, qui les suivait. Ah oui, ça j'ai déjà eu. Passons dès à présent à un paramètre qui a été oublié dans le premier épisode de Climat OVNI, qui nous a été signalé par des auditrices et auditeurs du forum Les Mystères des OVNI, que je vous ai partagé dans l'épisode OVI les méprises. Ce paramètre, vous l'entendez là d'ailleurs, même s'il y a une grosse bonnette, c'est le vent. Comment se manifestent ou comment est observé les différents phénomènes aériens non identifiés par le ou les témoins, je précise. Parce qu'après enquête, il se peut que ce soit tout bonnement des méprises ou des mésinterprétations. Donc nous allons voir ceci avec toujours les interventions d'ufologues et de chercheurs en France, en Belgique et au Québec. Je vous retrouve au col sans nom, dans le département de l'Aude, en présence de Bruno Botta et Anne, enquêteurs. Bonjour. Alors parlons du vent. Avez-vous constaté comment est le vent pendant les observations que vous avez reçues? Y a-t-il du vent? Généralement, c'est assez calme. Il n'y a pas trop de vent. Ouais, ça ne nous est pas trop précisé en fait par les témoins. On n'a pas trop d'indications là-dessus pour l'instant, mais généralement, ça ne fait pas de bruit. Mais il y a quelques causes que le vent était soit complètement inexistant, ou soit que le vent soufflait à l'opposé de l'objet qui se dirigeait dans le ciel, qui se déplaçait dans le ciel. Donc, est-ce que c'est vrai de dire que le vent a un impact ou la température a un impact sur les observations d'OVNI? Je pense que oui, puis encore une fois, il faut le prendre en considération dans les données. Donc, si on regarde le cas de l'OVNI Pogo à Rouville, le vent soufflait contre l'objet. Donc, si on a un objet qui lévite en haut dans le ciel et que l'objet ralentit, devient stationnaire avant de ascenser vers le haut, si le vent souffle contre l'objet, on a quand même quelque chose de très significatif à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant. Il y a certainement des méprises plus nombreuses avec tous les ballons ou autres qui peuvent voler. Mais ce n'est pas le sujet. Passons dès à présent aux observations d'OVNI ou aux paramètres du vent lorsqu'il y a des observations de phénomènes aériens non identifiés. Alors ça, moi personnellement, j'ai toujours associé une carte météorologique. Par exemple, quand j'ai un cas qui arrive, par exemple, disons le jeudi X jours, X années, X mois, le jeudi, je prends toujours la météo d'avant ce jour-là, la météo de ce jour-là et la météo d'après ce jour-là. Et donc je fais une synthèse dans mon porte-vue autour de ce cas, mais je n'ai jamais pris en considération trop la vitesse du vent dans mes récits, par exemple, que je mets dans mes livres. On en parle, vous prenez mes livres, vous ne verrez jamais la vitesse du vent qui y est indiquée. Mais moi, dans mes rapports d'enquête, on peut la retrouver. Dans mes porte-vues où il y a mes rapports d'enquête et mes questionnaires à vie, c'est chaque fois, il y a la météo la plus complète possible
qui est issu du journal Lyon Républicaine, parce que chaque jour ils font une météo très complète, hein, où il y a le degré d'humidité, la pluie, tout ce qu'on veut, la vitesse du vent à telle heure, si c'est relevé à telle heure, etc. Et je prends cette météo-là du journal parce que c'est celle qui me coûte le moins cher. Elle est complète pour moi, elle est bien détaillée, et elle me coûte le moins cher. On peut en avoir une plus complète, une plus précise, exactement à l'endroit même où a eu lieu le cas, mais à condition de payer 60 € pour le jour concerné, hein, auprès de la météorologie de Saint-Georges, qui est la météorologie nationale, qui se trouve à proximité d'Auxerre. Hein. Alors donc, je ne peux pas me permettre de débourser 60 € pour un cas météo, mais on devrait faire comme ça. Ou alors, on peut se reporter à Internet aussi, et trouver la météo sur Internet. Mais on la trouvera, c'est pareil, de manière, disons, très générale. On ne la trouve pas détaillée, par exemple, comme la météorologie nationale de la station de Saint-Georges-sur-Bauge pourrait nous l'envoyer, avec tous les degrés d'hygrométrie, avec tous les degrés de vitesse du vent, mais à l'endroit pile poil où a eu lieu le phénomène OVNI, par exemple. C'est comme si vous parliez d'un climat en général et d'un microclimat sur une région bien précise. Hein. Par exemple, vous voulez la météo parce qu'il y a eu une boule rouge qui a été vue au-dessus de Ponceau, vous allez la voir à la météo de Saint-Georges, on va tout vous dire. On va vous dire à cet endroit-là, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Or que si vous prenez le journal de Lyon Républicaine, vous l'avez sur l'ensemble du département. Vous l'aurez sur la région d'Auxerre. Auxerre, vous direz, bon, bah, c'était à peu près comme ça, sachant que Ponceau est à 15 km d'Auxerre. Voilà, c'est tout ce que vous pourrez dire. Mais vous ne l'aurez pas exactement à l'endroit où s'est passé le phénomène OVNI. C'est ça qui est un peu dommage. Mais d'un autre côté, ça coûte trop cher. Et on ne le trouve pas sur cette météo très précise qu'on peut trouver à Saint-Georges-sur-Bauge, par exemple, à la station météo nationale. On ne peut pas la trouver sur Internet. C'est aussi précise que ça. Je reprends encore l'observation de Rouville. Le vent soufflait contre l'objet. Donc, quand on a des cas comme ça où le vent intervient dans le sens opposé, on peut constater qu'il y a une résistance du vent sur l'objet. Donc, ça vient quand même suggérer qu'il y a peut-être quelque chose qui contrôle l'objet. Donc, soit que c'est contre l'objet ou soit qu'il n'y a aucun vent, absolument aucun. Donc, encore là, s'il n'y a pas de vent, donc on peut éliminer souvent les lanternes chinoises ou tout ce qui est les décorations de ballons d'hélium envoyés aux fêtes ou à la fête nationale ou des choses comme ça. Après, je pense qu'il faut faire attention de ne pas confondre les causes et les conséquences. C'est-à-dire que forcément, dans les endroits où le climat est meilleur, on est plus enclin à sortir, donc à être dehors et à regarder le ciel, que dans les endroits où la météo est mauvaise et où le soir... Les conditions sont beaucoup plus adaptées. Là. Alors, c'est vrai que par un temps d'orage, quand il pleut beaucoup, bon, fatalement, on a moins de cas. Mais parce que quand il pleut, quand il y a une grosse averse, les gens ne sont pas dehors forcément, ou quand il y a de l'orage, ils ne sont pas forcément dehors à regarder le ciel. Donc peut-être si ça s'explique, le peu de témoignages qu'on a, statistiquement, ça s'explique aussi. Parce que voilà, il fait pas bon, donc ou quand il y a une grosse tempête de neige, c'est pareil. J'ai pas de cas par grosse tempête de neige, mais en même temps, j'ai pas non plus souvent il n'y a pas non plus beaucoup de journées où il y a des grosses tempêtes de neige dans le temps. Bon, enfin, je pense que non, c'est assez cohérent en termes de météo, on retrouve un peu tout. Il n'y a pas spécifiquement un témoignage quand il fait chaud ou quand il fait froid. C'est comme sur les formes observées, on retrouve un peu tout, quoi. Et toutes les conditions météo. Les paramètres en fonction du climat sont très importants. Mais, je rappelle encore et encore une fois, tout dépend de la présence d'enquêteurs, d'ufologues, d'associations pour recueillir les témoignages.
Et encore faut-il que ces recueils soient faits d'une manière neutre, et non par rapport à des théories personnelles ou autres. Donc c'est bien d'étudier est-ce qu'il y a plus d'observations quand il pleut, comme aujourd'hui, ou quand il y a de l'orage, quand il y a du vent, etc. Mais tout dépend de la différence entre un recueil, une enquête et une contre-enquête. S'il y a enquête, c'est intéressant à étudier. Si simplement un recueil et qu'il n'y a pas eu d'enquête, c'est comme si on faisait une étude sur une méprise avec un avion en phase d'approche. Ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Il y en a qui sont prêts, et qui, on le voit, qui sont prêts à recevoir la réponse que tu vas leur donner. Eux, au départ, ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient vu, mais si tu leur expliques ce qu'ils ont vu, tu leur dis, voilà, ce que vous avez vu, effectivement, dans des conditions particulières, c'était telle chose, vous voyez, voilà, on vous explique pourquoi c'était telle chose et comment c'était telle chose. Mais également les méprises avec le soleil ou au cours de conditions climatiques assez particulières comme le brouillard ou autre. Le météo, est-ce que cela peut produire ou favoriser une méprise, par exemple le brouillard? Oui, bien sûr, oui. Par exemple, si vous avez un phénomène lumineux derrière le brouillard, vous pouvez croire que c'est un objet qui se trouve dans le brouillard, qui est en train d'atterrir ou en train de décoller, ou qui est stationnaire, etc. Par exemple, pour le brouillard, mais pour beaucoup d'autres choses, au niveau de la foudre en boule, au niveau des éclairs, il y a même les sylphes dans la haute atmosphère, vous avez plein de choses comme ça. On avait vu pendant un moment les aviateurs qui étaient dans les avions de ligne, voyaient des formes rouges dans la haute atmosphère, ils se demandaient bien ce que c'était, il y en avait qui avaient parlé d'ovnis, de phénomènes ovnis, etc., jusqu'au jour où la météo a réussi à l'expliquer. Les météorologistes ont réussi à l'expliquer. Il y a plein de phénomènes météo qu'il faut absolument étudier, c'est sûr, oui, pour éviter les méprises et tout ça. Tu as plein de possibilités astronomiques, il y a autre chose que tu peux déjà éliminer, parce qu'il y a une couche nuageuse qui drache, donc fatalement c'est mieux. Alors, quand il pleut et que vous voyez un truc dans le ciel en voiture, d'après vous, vous entendez quoi? Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qu'on a vu au Quai Pan, donc des gens qui ont réussi à modéliser différents types de foudre, tu vois, un truc qui n'avait jamais été fait avant. Alors bon, il y en a aussi qui demeurent sceptiques sur ce truc-là, qui disent que bon, c'est un peu exagéré ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est quand même très intéressant de savoir qu'il y a des foudres qui peuvent être visibles pendant 40 minutes, hein, comme un ovni atterri dans un champ. Alors, c'est là qu'on va se dire qu'effectivement, un certain nombre de phénomènes lumineux peuvent être autre chose que des objets volants. Je suis à présent en face de la ville de Plérin. À Plérin, le 29 décembre 1995, il y a eu un phénomène qui a été identifié comme inexpliqué car il n'y avait pas d'orage ce jour-là. Des témoins ont observé des éclairs bleus dans le ciel. Alors Rémi, oui. Pas d'observation de foudre en boule dans le coin? Ah non, pas encore d'observation de foudre en boule, non. Enfin, il y en a peut-être eu, mais qu'on a pris justement, où on a fait passer ça pour des ovnis ou des trucs comme ça, et si on regarde bien, ça a pu être des foudres en boule, mais j'ai jamais enquêté vraiment sur ces cas-là. Je vous retrouve dans le département de l'Ardèche, sur un site remarquable, les dolmens de Fontméjeanne. Et c'est le coucher du soleil. Donc à présent, passons à ce paramètre. Donc ma première enquête, je l'ai effectuée en 1977, oui ça. Soit 76 ou début 77. Dans le cadre du CEPI, donc le Cercle d'études des phénomènes insolites de Vent, Issy-les-Moulineaux. Comme c'est une association qui travaillait avec le LDLN, mon enquête a été publiée dans LDLN, avec quelques photos. C'était une enquête c'était un cas qui s'était produit à Châteauneuf-sur-Charente, enfin à côté de Châteauneuf-sur-Charente, donc en Charente. Au lieu d'Imalakoff, qui est un hameau, et une grosse ferme, où les gens ont vu le 15 août, une énorme boule
s'élever derrière les arbres. Et il y a eu des manifestations insolites, les lignes électriques se sont mises à vibrer, les chiens ont eu peur, etc. Enfin, il y a eu des effets secondaires sur les animaux apparemment, les poules ont arrêté de pondre, ou ont pondu différemment, des œufs carrés ou triangulaires. Bon, je blague. Non, enfin, il paraît-il que les poules auraient moins pondu, mais bon, comme on est arrivé quelques mois après, c'est difficile à vérifier. Bon, c'était effectivement, en 78, pour moi, c'était une enquête intéressante, qui était vraiment insolite, sauf que j'ai oublié de parler de ça. Je me suis rendu compte, en faisant, donc j'ai fait mon compte rendu d'enquête, j'ai enregistré sur une cassette audio le témoin principal, sa femme, la grand-mère, je ne crois pas, elle ne devait plus être là. Et du coup, j'ai publié ça dans le bulletin du CEPI, qui a eu 4 numéros, et ça a été repris dans les DLN, donc c'était une interview, hein, donc question-réponse, témoin, enquêteur. J'ai fait quelques photos, voilà. Et donc un dessin que le témoin avait fait. Voilà, j'en suis resté là. Ça a été publié. C'était ma première enquête. Je sais aujourd'hui que c'était une très mauvaise enquête. Voilà, c'était tout le monde a fait ses débuts. Hein, voilà. Je peux dire aujourd'hui que j'ai identifié de quoi il s'agissait. C'était un lever de soleil. Alors c'est pour ça qu'à travers les arbres il y avait des rayons comme ça. Et c'est pour ça que le monsieur m'a dessiné une marguerite. Voilà. Et en fait, tous les phénomènes connexes, on les explique les uns après les autres. Le bruit, c'était un camion qui passait dans le chemin à côté. Les rayons de lumière à travers les volets, quand tu te lèves le matin, le soleil est en face de toi. Si tu as des volets un petit peu anciens, un peu percés, etc., ou des persiennes, tu leur dirais de soleil. Alors, je sais pas, parce que ces gens devaient voir ça tous les jours, pourquoi ça les a étonnés ce jour-là? Voilà. Ça, alors là, c'est ce qui me sidère, quoi. Pourquoi ça les a étonnés ce jour-là? Alors, ils ont dit, ouais, les vignes devant nous ont disparu. Bah oui, moi, tu peux même le faire, ce constat, en photographiant le soleil à travers les arbres. Où se trouve le soleil, les arbres, tu les vois plus que le soleil. Ils cachent le bois des arbres. Parce que la lumière est tellement puissante qu'aussi bien ton œil que l'objectif, elle envahit tout. Donc, quand tu regardes, tu as l'impression, en plus, ils ont regardé le soleil en face, excuse-moi, le genre de truc à devenir aveugle. Et donc ils ne voyaient plus les vignes qui étaient sur le coteau, ils ne voyaient plus les arbres. En fait, c'est parce que le soleil, bien sûr, donnait cette impression de tout envahir, quoi. Mais bon, c'est après de nombreuses années que je me suis rendu compte de quoi il s'agissait effectivement. Je suis en train de compiler toutes les observations, tous les cas qui ont été rapportés, toutes les enquêtes qui ont été faites autour de cas qui pourraient être des confusions avec le soleil. Et j'en ai déjà au moins recueilli, rien qu'en France, à travers LDLN et d'autres revues, et ma propre enquête, pas loin d'une trentaine. Donc, par exemple, les gens de Châteauneuf, Charente, c'est effectivement difficile à comprendre pourquoi ce jour-là, à ce moment-là, ils ont fait cette confusion. Je sais pas, peut-être dans la personne se réveillait, elle a été réveillée par les rayons de lumière qui sont entrés dans la chambre, en fait. Et je sais pas, pourquoi est-ce qu'elle a ouvert les volets et qu'elle a vu ça en face et qu'elle n'a pas su reconnaître le soleil. Je sais, par contre, ça c'est aussi quelque chose qui est à noter, même si certains vont dire oui, bon, c'est peut-être pas très important, je pense que c'est important quand même. Parce que ce témoin nous a sorti très vite, j'ai fait l'enquête avec mon épouse, hein. Il nous a sorti une pile de Nostra comme ça. Toute une collection de Nostra, quasiment, je crois que je n'en ai jamais, je pense qu'il y avait même le numéro 1 peut-être dessous. Et il nous a dit, j'ai vu ça. Il sort un numéro de Nostra, il dit, voilà, c'est ça que j'ai vu.
Alors, je pense qu'il était déjà un peu, peut-être sans s'en rendre compte, un petit peu influencé ouais, par ses lectures. Alors, pour ceux qui connaissent Nostra à format papier à l'époque, hein, le cas auquel il faisait référence, c'était ce que Nostra avait appelé la marguerite de Meuzac. Voilà. Dans lequel il se produit des choses identiques à son témoignage. Donc un objet rond avec des sortes de pétales et des parties, je ne sais plus quoi, qui disparaissent, les arbres qui disparaissent derrière les rayons. Voilà. Les rayons font disparaître les arbres. Je ne sais plus, un truc dans ce goût-là, quoi. Donc il y avait des choses qui étaient similaires à ce cas. Alors bon, pourquoi pas après tout, hein, il y a des cas qui peuvent se ressembler, des séquences qui peuvent être identiques, j'admets bien. Mais voilà, ça m'avait troublé aussi. Hein. Donc ici, c'est vraiment une veillée d'études, hein. On n'est pas là pour le plaisir uniquement. Évidemment, on est là pour le plaisir aussi, hein, parce que c'est quand même aussi... la veillée est quand même intéressante et importante pour les recherches ufologiques. Parce que comme on dit, un enquêteur qui ne fait pas de veillée, c'est un enquêteur qui fait mal son boulot, qui fait les choses à moitié. Donc on est là aussi pour le plaisir, pour observer ce que l'on recherche, les ovnis, et en même temps pour nos études, projet SOAN, tracking UFO, GeoUFO, voilà, à la recherche de ces phénomènes lumineux. Donc on verra bien ce qui va s'annoncer ce soir, là il est encore tôt, hein. Le soleil est seulement en train de se préparer à se coucher, il est 8h15, 20h15. Voilà, on a un taux d'humidité de 56%, ce qui est intéressant parce que le taux d'humidité est en train de monter petit à petit. Plus on avance dans le temps, plus il augmente. Et comme j'ai déjà dit en Valutoise, c'est très intéressant parce que dans les observations d'OVNI, il y a toujours eu un taux d'humidité supérieur à 60%. Donc là, on y approche. Donc disons que pour le type de phénomène qui est observé en Valutoise, si le taux d'humidité sera supérieur à 60% aujourd'hui, eh bien, il y a un risque d'observation. Voilà, ça je peux le dire. Les veillées d'observation du ciel sont très intéressantes pour apprendre le ciel nocturne, mais également le ciel diurne. Je suis toujours pour faire des veillées de jour, qui sont autant intéressantes que les veillées de nuit. Mais il est important de faire des veillées de vérification d'observation, c'est-à-dire la présence de lune. Si dans le secteur il y a un couloir aérien, s'il y a des hélicoptères qui passent, par exemple les hélicoptères du SAMU. Bref, de vérifier les lieux d'une ou de plusieurs observations. Et de tout noter surtout. C'est évident qu'on observe mieux le ciel quand il y a la lune. D'ailleurs, je me souviens que des veillées, je crois que c'est pendant la vague belge, des gens observaient beaucoup lorsque la lune était pleine, parce que le ciel est beaucoup plus lumineux et ça permet une meilleure visibilité. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, c'est sûr qu'il faut s'intéresser à ça. Pourquoi ? Parce que déjà, le fait que la lune, ce soit un simple croissant ou la pleine lune, déjà le ciel change. Et évidemment, pour connaître les caractéristiques de l'observation du phénomène, il faut pouvoir comprendre comment était le ciel au moment d'observation pour que l'enquête soit réalisée de la manière la plus fiable possible. Donc c'est sûr qu'il faut s'intéresser aux phases lunaires pendant les observations parce que c'est une donnée qu'on ne peut pas négliger dans les rapports d'enquête. C'est intéressant aussi que les ufologues aient une formation en météorologie. Ou en aérologie. Ou en aérologie. Après vous avoir énuméré les différents paramètres climatiques ou météorologiques, les différents avis des chercheurs, quelques cas vous a été diffusé, pas beaucoup, c'est vrai. Mais bon, comme je l'ai dit en introduction, il faut faire la différence entre un recueil de témoignages, une enquête et une contre-enquête. Beaucoup même pensent qu'il ne faut pas prendre en compte les recueils de témoignages, il faut prendre en compte les enquêtes. Parce que ça peut être tout et n'importe quoi finalement. Mais au sein des questionnaires d'enquête, est-ce qu'il manque encore des données, des paramètres ? C'est ce que nous allons voir à présent. Je crois qu'il en manque des données, oui. Je crois qu'il n'y a jamais assez de données dans une enquête. Pourquoi? Parce que le but de faire l'investigation ufologique, c'est d'aller chercher justement
toute l'information. Donc, je pense qu'un bon investigateur devrait prendre en compte énormément de données et ce qui va primer, c'est les données terrain. Donc, on n'a jamais assez de données terrain dans une enquête. Plus qu'on en a, plus que c'est agréable, plus qu'on va pouvoir faire des statistiques et à long terme travailler avec elles. Les rapports d'enquête, il y a toujours des trucs qui manquent. Ouais. Les ufologues s'intéressent rarement au temps qu'il a fait le temps qu'il faisait au moment de l'observation. Ça c'est dommage parce que c'est vachement important. Et puis c'est super intéressant parce qu'un objet que tu vois alors que ce jour-là tout est nuageux ou même qu'il pleut, et ben, ça veut dire que l'objet est quand même vachement plus proche que ce qu'on pense. Donc ça a une importance. Ça a une importance. Une lumière dans un ciel clair, ça peut être tout et n'importe quoi. Une lumière dans un ciel totalement nuageux, ben déjà ça réduit les possibilités. Donc oui, bon, plein de choses, mais ça tu peux rien y faire. La plupart des ufologues, ce qui les intéresse, c'est l'objet. C'est pas le contexte autour. Quand tu lis les enquêtes, c'est souvent ça, c'est l'objet, c'est s'il y a eu si le témoin a ressenti des choses, tu vois, physiquement, quoi, voilà, ça c'est des choses. Mais le contexte autour, non. Souvent il n'apparaît pas. Les rapports d'observation exigent qu'on pose la question au témoin si la Lune était présente au moment de l'observation, si bien sûr l'observation était nocturne. Bon, ça paraît qu'on la voit évidemment en journée. Dans la plupart des cas, les témoins ne faisaient pas allusion à la Lune. Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'observation, ils n'y pensaient pas vraiment. Ils ne pensaient pas regarder si la Lune était présente ou pas. Donc j'ai très peu de cas qui parlent de la présence de la Lune durant l'observation. Donc j'ai pas pu faire d'études approfondies sur ce sujet par rapport au dossier du RUB. Je pourrais très bien le faire évidemment avec d'autres cas, d'autres organisations ou de cas signalés sur Internet éventuellement. Maintenant, ça reste à faire. Oui, par exemple, si on prend l'exemple de la météo, c'est sûr que quand on prend les rapports, même les 2 rapports d'enquête que j'utilise couramment, là, le compliqué, je dirais entre guillemets, et puis le moins compliqué, il y a situation météorologique, par exemple. Bon, alors, est-ce qu'il y avait du soleil, des nuages, de la pluie? Voilà ce que les gens entendent par à quoi ça se résume, mais il n'y a pas le degré d'humidité, on ne parle pas du degré d'humidité, on ne parle pas de la vitesse du vent, on pourrait rajouter tout ça. Alors bien sûr, on va nous répondre, pour la vitesse du vent, je ne sais pas, il me fallait un anémomètre. Et j'ai pas ça dans mon jardin. Si on parle par exemple de la pluie, est-ce qu'il pleuvait beaucoup, est-ce qu'il pleuvait pas beaucoup, on va me dire, j'ai pas pluviomètre, je peux pas vous le dire. J'ai pas calculé le degré de précipitation au mètre carré, ou au millimètre carré. Pas au millimètre carré, au centimètre carré. Alors donc il y a plein de données qu'on pourrait rajouter, mais est-ce que forcément les gens pourraient y répondre? C'est pas sûr. Et pour les autres, on pourrait toujours en rajouter. Donc je crois que les gens qui ont pondu des rapports d'enquête, enfin des questionnaires OVNI, ont pensé à tout ça. Ils ont fait un peu quand même quelque chose d'assez précis, mais en faisant aussi assez simple pour justement pour que les gens puissent remplir les rapports. Je pense qu'ils ont pensé à tout ça. Mais vous voyez, il y en a encore qui n'accrochent pas sur des rapports comme ça, que je juge, moi, pourtant simples à remplir. Mentionner les conditions climatiques dans un rapport d'observation d'OVNI ou d'OANI est très important, car cela permet de tout avoir, d'avoir tous les paramètres, et comme l'a si bien dit Rémi Fauchereau ou même Luc Chastan, il manque encore pas mal de paramètres dans les différents rapports d'observation et surtout rapports d'enquête. Car le plus important dans tout ça, c'est s'il y a eu une enquête ou pas. Et c'est bien là le souci qu'il y a à l'heure actuelle en ufologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de recueils d'observations, de témoignages, plutôt que d'enquêtes ou de contre-enquêtes. Les contre-enquêtes sont très très rares, mais il y en a. Il y a des ufologues ou des chercheurs courageux qui se lancent dans des contre-enquêtes. J'en connais, je prends d'ailleurs exemple sur Bruno Bousquet, que je salue au passage. Donc c'est très très important de recueillir tout.
S'il pleut comme aujourd'hui, s'il fait gris, s'il y a du vent, si le vent au sol est à une certaine vitesse, prendre conscience de l'aérologie. Le vent au sol est différent du vent en altitude. Des fois, il peut y avoir un vent qui va vers, par exemple, le sud-est, et en haut, le vent va vers le nord-ouest, c'est-à-dire dans l'autre sens. Ça peut arriver. Il faut faire très attention aussi au courant d'air chaud, d'air froid, car comme on l'a vu dans Climat Ovi, d'ailleurs, je vous invite à aller voir cet épisode. Le lien est affiché en dessous de cette vidéo. La température peut jouer un rôle, etc. À ce niveau-là. Alors donc nous qu'on ait la température au niveau où se trouvait l'OVNI, où se trouve l'OVNI, c'est sûrement très très intéressant parce que c'est pas du tout la même température qu'il y a par exemple au ras du sol ou à 1 mètre du sol. Hein, s'il a 1 kilomètre de hauteur ou s'il est à 1000 pieds ou à 1500 pieds, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même température. Hein. Voilà. Et tu penses que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir ça ? Ce serait plus juste en tout cas. Ce serait plus juste. Ce serait plus intéressant parce que ce serait plus juste. On aurait moins de. On pourrait faire même des statistiques spécialement sur ce domaine-là. Et voir associé à d'autres paramètres, peut-être de météorologie, mais ce serait sûrement très intéressant de voir ce que ça peut donner en statistique. Alors pour ça, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Hein. On ne peut pas se payer ça, l'ufologue ne peut pas se payer une station comme ça, ou alors il faudra qu'il se la fabrique, il faut qu'il soit informaticien. Hein, on ne sait pas comment peut évoluer, l'informatique évolue tellement vite, hein, c'est possible qu'ils aient ça sous forme d'application ou de choses comme ça. Hein, avec une sorte de sonde qui dépasse, parce qu'il faut une sonde hein, pour ça. Il faut une sonde pour avoir sur le portable ou je ne sais pas trop quoi. Ou là, peut-être une micro station météo, même sur un portable, je pense qu'on peut déjà avoir beaucoup de choses avec des applications bien précises. Donc c'est sûr que ce serait possible, oui, c'est sûr que pour les générations futures, ce genre de choses peut peut-être être utile, serait même sûrement utile, mais il sera peut-être possible de l'avoir, oui. Nous arrivons à la fin de ce complément d'informations à Climat OVNI et Ovi les méprises 11. Il y a encore, je pense, bon nombre de paramètres à évoquer. Bon nombre de données aussi. N'oubliez pas que les enquêtes en ufologie ne sont jamais finies. Il y a encore de nos jours d'ailleurs des enquêtes autour de cas qui datent de 1952. Si ce n'est de 1954. L'ufologie ou l'ifologie sont en perpétuel mouvement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire ce nouvel épisode, les membres de l'équipe d'ODH TV, Jenny pour avoir vérifié si la vidéo ne bug pas à l'envoi, mais également FTS pour avoir tenu la caméra et d'avoir fait l'intendance depuis toutes ces années. Je remercie également tous les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de la contre-étude géo-ufologique et je vous dis à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.